J'appelle maintenant à la barre notre troisième témoin, témoin numéro 3. Veuillez vous présenter. Je vous en prie, pouvez vous décliner votre identité, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Paul Debilly, je suis en charge Alibaba en France. Merci, vous allez être interrogé également par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur Debilly. Bonsoir. Première question sur les marketplaces. Est-ce que le grand coup d'avance des marketplaces par rapport aux acteurs traditionnels du commerce, c'est pas cette capacité à répondre à la complexité du profil, des désirs, des besoins de chaque client, mieux que ceux qui étaient là avant les marketplaces? D'abord, laissez-moi peut-être réintroduire qu'est-ce que c'est qu'une marketplace pour le jury. C'est important. Tout à fait. Une marketplace, c'est quoi? C'est une entreprise qui construit une plateforme technologique pour agréger des fournisseurs, des partenaires, de la logistique, du paiement, pour donner aux consommateurs le choix d'acheter des produits ou pour donner aux vendeurs l'accès à différents marchés. Donc en fait, c'est une société, c'est une plateforme technologique qui agrège des vendeurs, donc des marques, qui vendent auprès de consommateurs. Et donc oui, la technologie aide évidemment à comprendre très bien le consommateur. Si je prends un exemple, en Chine par exemple, donc Alibaba a une marketplace en Chine qui vend des produits français. C'est d'ailleurs 10 fois plus gros la vente de produits français au travers d'une marketplace en Chine que le chemin opposé. Donc on contribue à l'export et à la croissance d'entreprises françaises qui vendent des produits en Chine. Par exemple, si on prend une société comme Nike, Nike, c'est plus de 5000 pages d'accueil différentes, en fonction que le consommateur achète le lundi ou le dimanche, qu'il est une femme ou un homme, qu'il habite à Pékin ou à Shanghai, que c'est l'hiver, l'été, avant Noël, après Noël, etc., etc. Donc oui, cette notion de personnalisation est très importante. Nos clients, les marques par exemple, ont leur programme de fidélité lié à la marketplace. C'est-à-dire que quand vous êtes un consommateur, que vous achetez un produit chez L'Oréal, L'Oréal sait qui vous êtes et lié aussi à son programme de fidélité. Donc oui, il y a d'un point de vue de technologie une façon de comprendre quel est le consommateur et on travaille avec les marques, main dans la main aussi, pour qu'elles puissent tester des produits, tester des marchés, enrichir leur catalogue. Quand vous dites vendeurs, c'est aussi des individus. C'est tout type de vendeurs, parce que vous avez cité L'Oréal, Nike, il n'y a pas que des marques comme ça. Alors, oui, exactement. Il y a différents types de marketplaces. Des marketplaces B2B, par exemple, chez Alibaba, il y a Alibaba.com, qui est l'origine d'Alibaba. Jack Ma a voulu créer Alibaba en 1999 pour connecter les entreprises de Chine aux entreprises du monde. Donc là, c'est « je suis une entreprise française en Ardèche, je vends des pellets de bois, je cherche à les vendre en Pologne, par exemple ». Donc là, c'est du B2B, je me connecte à un distributeur. C'est aussi du B2C, je suis L'Oréal, je vends des cosmétiques Lancôme en Chine. Ou c'est aussi du C2C, du consommateur vers du consommateur, ou du TPE plutôt. Donc des petites entreprises, des petits professionnels qui vendent à des consommateurs et donc qui touchent des différents marchés. Vous parliez de la Chine. Ouais. En Chine, il y a... C'est déjà une tendance depuis quelques années, mais je voudrais qu'on parle du live streaming qui cartonne en Chine, qui est donc une forme de vente en direct, une sorte de téléachat du futur un peu. C'est exactement ça. C'est quoi exactement la manière d'utiliser le live streaming en Chine et en quoi ça permet de se passer des intermédiaires traditionnels du commerce? Alors, d'ailleurs, pour l'instant, ce n'est pas encore tellement arrivé en Europe. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais en Chine, le live streaming, donc c'est quoi? C'est vous êtes un vendeur, vous vendez des produits ou vous testez des produits, vous êtes un influenceur par exemple, vous faites un live. C'est en live. C'est-à-dire qu'une semaine avant, vous dites à votre communauté, dans une semaine, une demi-heure, je vais tester des produits. Je teste des rouges à lèvres, je teste des téléphones, je teste des chemises, je montre à mes consommateurs. Et donc c'est vraiment du téléshopping en mode moderne, sauf que c'est interactif. C'est-à-dire que votre communauté peut chatter avec vous et vous dire « Tiens, montre-moi la chemise bleue ». Et là, il le montre devant la caméra. C'est tellement gros hein, qu'à Shanghai, par exemple, il y a des espaces de co-live streaming. Donc c'est pas du coworking, c'est du co-live streaming. Il y a des immeubles entiers avec des box sur lesquels vous mettez votre téléphone, des micros, une lumière et vous faites votre vente.
Et donc, ça permet de créer des nouveaux canaux. Et donc ça a commencé en 2015 en Chine, à peu près. En 2020, c'était déjà 150 milliards de dollars de revenus pour ces personnes-là. Et on estime que sur la plateforme Alibaba, donc Alibaba, c'est à peu près 1,3 trilliard de dollars de revenus générés par les gens qui vendent. Ce n'est pas du chiffre d'affaires Alibaba, c'est du revenu généré. Et on pense qu'une majorité de ce revenu-là sera fait via live streaming. Donc c'est très gros, c'est très important, et c'est des vraies entreprises qui vendent beaucoup, et donc qui sont cross-produits aussi, ou cross-marques, qui sont indépendants. C'est le futur, en tout cas, un des futurs qui nous attend. Par rapport je ne suis pas là pour vous opposer aux grandes enseignes commerciales traditionnelles, hein, la réalité est plus complexe, mais c'est quoi les atouts et puis les difficultés d'une marketplace comme celle pour laquelle vous travaillez sur la question environnementale, sur la question écologique? Ce n'est pas exactement les mêmes enjeux, je pense que c'est important de s'arrêter un peu là-dessus. Alors oui et non. Enfin oui, on a tous, je pense, aussi bien les distributeurs que les marques, si je prends des marques dans la mode par exemple, dans le luxe, mais évidemment nous aussi dans la technologie, on a tous évidemment des enjeux très importants en termes d'impact sur la planète de la consommation. Il faut être là-dessus, je pense, assez humble et faire attention, et c'est un sujet très sérieux. Pour nous, par exemple, évidemment la technologie, nous on facilite l'achat, on facilite le commerce. C'est sûr que c'est simple d'acheter sur Internet, sur son téléphone. Et du coup, à contrario, ça a un impact sur la planète. Et en fait, je pense que nous, tel qu'on le voit, d'abord, c'est un projet qui est clé et qui est direction générale chez nous. Et deuxièmement, on pense que la technologie est une solution plutôt qu'un problème. C'est-à-dire que la technologie nous aide. On utilise l'intelligence artificielle, par exemple, un peu comme vous. Nous, on l'utilise sur la livraison. Sur la livraison, grâce à l'intelligence artificielle, on peut diminuer la taille des colis. On peut aussi optimiser la route de la livraison des camions pour avoir moins de consommation d'essence. On peut aussi faire en sorte que plutôt que vous vous fassiez livrer chez vous, et à mon avis, je pense que c'est un message aussi clé pour le jury, plutôt que vous vous fassiez livrer chez vous, décidez d'être livré dans des lockers. Quand vous allez sur une marketplace, nous en l'occurrence, on vous laisse le choix, soit vous voulez être livré chez vous à la maison, soit dans un endroit, dans des lockers ou dans un lieu de distribution. Il faut savoir que le dernier kilomètre est le plus consommateur en termes d'impact carbone. Donc évidemment, si vous décidez de vous lever de chez vous et de faire 500 mètres pour aller chez Intermarché dans les lockers, il est évident que l'impact sur la planète sera bien moindre. Donc on a des enjeux, et c'est pour ça que moi je suis convaincu, la vision d'Alibaba, c'est le New Retail. New Retail, c'est à la fois le online et le offline. C'est faux de dire que 100% des consommateurs achèteront sur Internet. Bien sûr. Bien sûr qu'on a besoin d'une expérience en magasin. Et c'est les deux complémentaires, c'est les deux choses qui sont complémentaires et qui peuvent justement résoudre ces problèmes. Quand je parlais du live streaming tout à l'heure, les enseignes en Chine ont formé leurs vendeurs pour faire les live streaming. Donc quand vous êtes consommateur, vous êtes sur votre canapé, vous regardez un live streaming, puis le lendemain, vous allez dans la rue, chez Decathlon, et vous voyez le vendeur qui a fait le live streaming et vous lui posez la question. C'est tout en fait une expérience globale d'achat qu'il faut avoir en tête. Merci. Merci. Maître, c'est à vous. Merci, messieurs, de respecter les timings, s'il vous plaît. Madame la Présidente, j'aime beaucoup quand vous m'appelez maître. Alors, Monsieur Debilly, tout ça est bien beau, c'est très convaincant, sauf qu'il y a un problème. Où est le lien humain entre l'acheteur et le vendeur? J'ai du mal à le voir. Il est clé, et même il est renforcé par la technologie. Plus vous avez une distance logicielle ou technologique, plus vous avez envie d'avoir une relation physique. Regardez par exemple les concessions Tesla. Regardez les nouveaux magasins. Je pense que le consommateur cherche dans un magasin physique, que ce soit un retailer, une marque, etc., une expérience. C'est presque du sensoriel. Il veut toucher. En revanche, il faut qu'il ait une expérience qui soit aussi facile que sur Internet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vouloir acheter un pull dans un magasin, il n'a pas la couleur et revenir 3 semaines plus tard.
Il faut que le vendeur ou le commerçant puisse lui dire on vous le livre demain ou vous l'achetez chez vous et vous allez les chercher dans le magasin, vice-versa. Il faut avoir une expérience globale pour le consommateur qui soit utile. Mais je ne pense pas qu'il faut opposer les deux. C'est vraiment extrêmement complémentaire. Et l'expérience en boutique, en revanche, va changer. Quand on voit des Leclerc ou des Intermarché, maintenant, moi quand je vais chez Intermarché, j'ai un Intermarché à côté de chez moi à la campagne, donc j'y vais souvent. Depuis 10 ans, ça a complètement changé. Il y a une cave, je peux parler avec quelqu'un qui est spécialiste du vin, j'aime bien, je trouve ça joli, des belles bouteilles, je peux aller à la découpe. Il boit du petit lait plus que du vin là. Hein. C'est vraiment pour expliquer que c'est important, que l'expérience en magasin est très importante. Et par contre, c'est hyper clé pour moi de pouvoir aller sur Internet, d'avoir la comparaison entre différentes paires de chaussures, de savoir d'où elles viennent, comment elles ont été fabriquées, et d'avoir tout ce contenu qui est important. Alors, l'un des témoins qui vous a précédé à cette barre nous a dit que parfois, il y avait des gens qui achetaient toutes les tailles, ils regardent et puis hop, ils les renvoient. Bon, personne ne l'en empêche. Vous venez d'évoquer avec le procureur l'idée d'avoir des stocks locaux. La pollution, c'est vraiment le dernier kilomètre. Et j'imagine bien que vous ne pouvez pas empêcher chaque consommateur de jouer à la dinette et de renvoyer tout le temps. Mais enfin, avouez que c'est quand même un sujet. Je vous le confirme. C'est sûr. C'est sûr, plus vous facilitez l'acte d'achat, plus vous allez avoir des gens qui achètent. Donc à un moment donné, c'est aussi la responsabilité de chacun. Ah mais si vous mettez des stops aux consommateurs, vos concurrents, eux, ils vont laisser libre cours et donc vous allez vous faire avoir. Donc, quoi, il faut une loi? C'est quoi l'histoire? Je ne pense pas qu'il faille une loi. En France, on a souvent tendance à vouloir légiférer sur tout. Non, je pense que le consommateur doit être aussi éduqué, doit faire attention lui-même. À un moment donné, il faut aussi se responsabiliser un minimum. Et après, nous aussi, on doit pouvoir mettre des solutions, nous, par exemple, technologiques. Encore une fois, je reviens au locker, mais c'est mieux si vous allez rendre quelque chose que vous avez acheté dans un locker plutôt que le renvoyer par la poste directement de chez vous. Il faut qu'on mette, nous, en place des solutions technologiques pour peut-être limiter, pour faire en sorte que les tailles soient plus limitées. Donc, vous ayez choix entre un ou deux, si jamais vous ne savez pas dans quelle taille vous êtes. Des innovations comme ça, d'intelligence artificielle aussi, pour permettre à l'acheteur et au consommateur de choisir entre différents produits qui sont peut-être plus ou moins qui ont peut-être plus ou moins d'impact sur la planète. Donc toutes ces technologies, toutes ces solutions-là, il faut qu'on les mette en place pour le consommateur, mais à un moment donné, c'est le consommateur et c'est aussi à lui de faire attention à ce qu'il achète. Vous n'êtes pas derrière chaque môme qui achète son truc. J'ai bien compris. Je ne vous accusais pas, vous, personnellement, bien évidemment. J'imagine. Je suis incorruptible. Je suis le procureur de la République, l'avocat. Concernant les zones rurales, oui. On a évoqué le rapport entre la désertification, on l'a vu dans le petit film introductif. Est-ce qu'il n'y a pas là encore un petit sujet? C'est-à-dire qu'on se dit finalement, le e-commerce, ça permet de se substituer à des commerçants qui disparaissent, qui ferment boutique, et en même temps, plus il y a de e-commerce, moins il y a de commerçants. Comment on fait pour enrayer ce cercle vicieux? Alors nous, encore une fois, on est une marketplace, donc on va aider des commerçants à vendre. Grâce à la technologie, au contraire, je pense que ça peut donner un accès fabuleux. Et il faut qu'en France, on se dise que, quand je vous disais qu'en Chine, les marques françaises marchent très bien, la France, sur les plateformes Alibaba, c'est le premier pays en Europe qui vend à travers nos plateformes en Chine. C'est plus de 12 milliards de chiffre d'affaires générés par les marques françaises en Chine. Des marques comme L'Oréal, mais des marques comme Sabre Paris. Sabre Paris qui fait donc des arts de la table. C'est une PME qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même assez petit. 90% à l'export. Grâce à la technologie et à Internet, ils ont accès à des marchés qui seraient impossibles. Quand vous ne parlez pas portugais, espagnol ou italien, c'est très compliqué. Là, par exemple, l'intelligence artificielle, nous, on a une intelligence artificielle qui aide les vendeurs à proposer leurs produits sur des marchés à l'export et dans d'autres pays. L'intelligence artificielle, là, c'est hyper simple. Vous avez une annonce, vous la traduisez dans 180 langues, vous avez accès à 180 pays, vous pouvez tester. Et après, vous voyez tel pays prend ou tel pays ne prend pas. Et après, vous investissez dans le pays si vous voyez que ça prend. Donc, moi, au contraire, je pense que la technologie
pour des zones rurales, pour des entreprises qui sont à la campagne, en province, c'est un formidable outil qu'il faut au contraire s'approprier. C'est là où nous, on a un challenge. C'est comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on entraîne ces personnes-là, ces entreprises-là, à adopter et à utiliser la technologie pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Très bien, merci beaucoup. Plus de Merci questions, beaucoup, Madame la Maître. Présidente. Merci à vous, Monsieur Merci à Debilly. vous. Vous pouvez retourner vous asseoir.